Octobre 1944. Les Alpes et la chaleur assommante de l'été ne sont plus qu'un lointain souvenir. Une sombre forêt couvre les monts arrondis et bleutés qui modèlent l'horizon. Les tirailleurs qui ont progressé à travers le territoire français avec une rapidité inespérée ont reçu l'ordre de s'arrêter avant les Vosges pour attendre le ravitaillement et les munitions. Une pluie fine, glacée, transforme le camp en un bourbier désolant. Les soldats désœuvrés hier sans bruit transient jusqu'aux eaux. Le capitaine Durieux entre dans l'une des tentes, à la toile épaisse et détrempée, et d'un coup d'œil regarde ses soldats qui essaient de tromper l'ennui en jouant au domino. « Ça va, les gars ? Il va falloir attendre que les camions arrivent pendant que ces messieurs de l'état-major réfléchissent. Et comme ça, les Boches pourront gentiment finir de creuser des trous dans la forêt pour bien nous recevoir. » Les tirailleurs rient de la boutade. Tous, à l'exception d'Abdelkader, absorbés dans la lecture d'un journal de la métropole. Durieux s'approche de lui et se penche sur son épaule pour lire le gros titre de l'article. La remontée triomphale de la première armée française. On parle de nous ? Le caporal hausse les épaules d'un air incertain. Il observe les photos qui illustrent le quotidien, surpris par les visages des soldats, des visages exclusivement européens. Pas un n'est noir ou basané. Il n'y a aucune photo d'Africains ou de Maghrébins. Le caporal n'en revient pas. Il lève les yeux vers Durieux, mais celui-ci ne semble pas avoir remarqué cette censure cruelle. Le capitaine s'est replongé dans la partie de domino qui se dispute à l'entrée de la tente. En revanche, Saïd fonce vers Abdelkader, très intéressé par le journal. « Tu as vu ma photo ?» Abdelkader a un sourire amer. Il fait non, de la tête. Saïd hausse les épaules fataliste. La pluie tombe toujours sur les mêmes. Saïd retourne à sa place dans la tente. S'assurant que personne ne fait attention à lui, il soulève son matelas et en extrait une chemise militaire de grande taille, blanche, aussi impeccable que si elle avait été repassée. Un soldat aux traits tirés a quand même remarqué son manège et s'avance vers lui. Il lui passe affectueusement son bras autour des épaules. « C'est pour le sergent, la chemise ?» Saïd le regarde méfiant. « Qu'est-ce que tu veux, Djilali ?» L'autre, ennuyé, lui fait signe de parler moins fort et lui glisse à l'oreille. « Le sergent m'a encore désigné pour la garde de cette nuit. Tu pourrais lui parler ?» Il place discrètement 2 paquets de cigarettes dans la main de Saïd, qui les empoche. Sans un mot, le grenadier sort de la tente avec la chemise immaculée du sergent, sautillant à petits pas entre les flaques. Il croise une file de soldats qui se bousculent joyeusement devant une tente où l'on distribue des colis de cigarettes, chewing-gum et chocolat. Le sous-officier chargé de la distribution donne un colis à chaque soldat français, mais rationne les tirailleurs indigènes qui doivent s'en partager un en 3. Saïd hésite à s'arrêter pour profiter de l'aubaine, mais la chemise de Martinez s'agite dans le vent comme pour le rappeler à l'ordre. Tout en poursuivant son chemin vers la tente du sergent, il hèle un des soldats de la file. « Tu m'en gardes un peu !» Un bruit de moto lui fait soudain redouter des gerbes de boue, mais les 2 roues s'arrêtent à quelques mètres de lui. C'est le journaliste qui l'avait interrogé dans la Jeep. Toujours en protégeant la chemise, Saïd se plante devant lui.
Je n'ai pas vu ma photo dans le journal. Ce n'est pas moi qui décide. Ils n'en ont que pour Leclerc et la 2e DB. Je suis désolé. Saïd, déçu, hoche simplement la tête, puis s'éloigne vers la tente de Martinez. Le sergent est absent. Le grenadier écoute un instant le bruissement de la pluie sur la toile raide et goûte ce calme étrange, fragile. Il dépose soigneusement la chemise sur le dossier de l'unique chaise, puis sort de sa poche un petit morceau de papier écorné et jauni. C'est une photo ancienne où figure une femme arabe qui tient contre elle un petit garçon de type européen. Il aimerait pouvoir lire les quelques mots écrits au dos de l'image de la main de Martinez. Mais après tout, il les devine. Moi et maman. Ce pourrait être lui, Saïd, avec sa propre mère. Le jeune soldat contemple leur visage avec émotion. Puis il place la photo dans la poche de la chemise du sergent et referme le bouton avec soin. Des soldats de voix, plutôt des éclats de voix à l'extérieur le font soudain sursauter. Il a reconnu la voix du sergent. Sortant prudemment de la tente, il voit Martinez crier après un groupe de sous-officiers qui montent dans une jeep sans daigner l'écouter. « Pourquoi vous, les métropolitains, vous avez des permissions et pas nous ? On est sur le front depuis Marseille, et moi depuis la Tunisie. » Le sergent est furieux. Un des sous-officiers le regarde rigolard. « Nous, c'est facile, on est de Paris. Toi, il faudrait te ramener dans ton Afrique chez les bougnoules. » La jeep démarre dans un déchaînement de rire, alors qu'éclate la colère de Martinez. Il court après le véhicule des sous-officiers, se hisse à l'arrière, agrippe l'homme au collet et l'entraîne. Leur corps s'écroule dans la boue. Martinez se lève, saisit l'autre par les cheveux. Leurs visages sont l'un contre l'autre. Le bougnoul est encule. Le sergent se maîtrise enfin, laisse retomber le Parisien sur le sol détrempé et s'éloigne sans un regard, pendant que ses camarades penauds aident le sous-officier à monter dans la jeep. Saisi par la violence soudaine de Martinez, Saïd secoue sa torpeur et regagne vivement la tente. Le sergent s'arrête devant l'entrée et allume une cigarette les mains tremblantes. Il fume en regardant le ciel plombé, cherchant à recouvrer son calme. La pluie, qui ne cesse de tomber maintenant, et maintient le campement dans une atmosphère cotonneuse. Seuls quelques bruits isolés donnent un peu de relief à cet instant étal. Le tintement de la théière que Yassir et Larbi ont déposée sur un feu à l'abri de leur tente, toute proche, leur préparatif d'un thé à la menthe apaise Martinez. Et puis la voix de Saïd, qui affecte de mettre de l'ordre dans la tente de son supérieur, tout en observant de pied. « Le pays te manque, sergent ?» Martinez ne répond pas. Saïd tergiverse. Ce n'est sans doute pas le meilleur moment pour adresser la requête de son camarade, mais sinon quand ? Il se lance. Sergent, Djilali a mal au dos. C'est dur pour lui de faire la garde toute la nuit. Martinez examine Saïd avec un sourire en coin, pas dupe, et lui désigne les 2 goumiers. Je te le dispense, si tu arrives à m'avoir un verre de thé. Saïd reste interdit. La réputation des 2 frères n'incite pas vraiment à leur demander un service. Mais tout ce qui peut éloigner le sergent de son coup de sang est bon à prendre. Et puis, il y a l'odeur de la menthe, comme une bouffée du bled. Il prend son courage à 2 mains et se dirige résolument vers la tente des 2 berbères
encouragé du regard par le sergent. Mais les goumiers l'ignorent complètement. Yassir tend un tube d'aluminium à son frère avec l'air de lui poser une colle. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Larbi examine le tube, le presse, renifle la pâte blanche qu'il écrase entre ses doigts. Non, cela ne lui évoque rien de connu. Yassir sourit, content de lui. C'est de la crème pour se raser. C'est les Américains qui ont inventé ça. D'un geste vif, il prend le tube des mains de son frère et commence à l'étaler sur le visage. Saïd saisit l'occasion pour intervenir. « Fais pas ça, c'est du fromage !» Yassir s'est arrêté net. Il échange un regard incrédule avec son frère. Le tube est passé dans les mains du grenadier qui ingurgite une bonne part de l'étrange subsistance. Larbi goûte à son tour et semble apprécier. Saïd en profite pour désigner le thé qui infuse. « Comment tu fais pour avoir de la menthe? On peut goûter à ton thé? » Chez moi, je t'aurais invité, mais ici, je ne peux pas fournir le thé à toute l'armée. Le refus de Yassir est catégorique. Le grenadier ne se laisse pas démonter. Il lui glisse un des paquets de cigarettes de Djilali, aussitôt enfoui dans les profondeurs de la djellaba, comme s'il n'avait jamais existé. On ne fume pas, on ne boit pas. Saïd a un petit rire ahuri, mais ne capitule toujours pas. Pour un peu de menthe, je te rends un service. Le goumier le toise un instant, puis se lève et, de toute sa hauteur, commence à se défaire de sa ceinture de munitions. Comme tu veux, va laver ma djellaba. Saïd regarde la guenille raide de crasse que lui tend Yassir. Coincé entre le géant berbère, moqueur et Martinez qui observe l'échange intraitable, il surmonte son dégoût et emporte le vêtement, avec quelques feuilles de menthe pour prix dérisoire de son humiliation. L'odeur de la terre humide retournée règne sur le campement. La fine pluie qui transperce les uniformes fatigués et accable les hommes a fait place à une brume automnale crépusculaire. Les tirailleurs profitent de cette accalmie pour laver leur linge dans la rivière. Certains se poussent du coude en désignant Saïd acharné sur la djellaba rayée de Yassir. Derrière eux, Messaoud, assis sur la berge, peine sur une lettre. Les mots, toujours amoureux, ont pris, malgré lui, le ton du reproche. Le fil déjà tenu, qui le relie à Marseille, n'a pas cessé de s'effilocher à mesure que les troupes remontent vers le nord. Irène, pourquoi tu ne réponds pas à mes lettres? Quand la guerre sera finie, car elle va finir, cette guerre, je reviendrai. Je te prendrai dans mes bras. Écris-moi que tu m'attends encore. Messaoud renonce à masquer son inquiétude, plie nerveusement le mince filet de la feuille et le glisse dans une enveloppe marquée du chiffre de son unité, comme pour s'en débarrasser. Son agacement n'a pas échappé à Leroux, qui écrit à ses côtés, en tirant calmement sur une pipe de bruyère. Messaoud répond sèchement à son interrogation muette. C'est la dernière lettre que je lui écris. C'est quoi ces Françaises? Elles te jurent que c'est pour la vie, et elles t'oublient dès que tu as tourné le dos. Abdelkader s'est approché. Quand tu auras du galon, tu en trouveras une autre, plus riche et plus belle. Pour toute réponse, Messaoud lui tend une photo d'Irène qu'il a sortie de l'intérieur de son casque. Les deux caporaux examinent le gracieux visage, les pommettes hautes, son indéfinissable sourire. La vision de la jeune femme leur vrille le cœur.
Sur ces quelques centimètres de papier s'amalgament tout ce dont la guerre les prive, jour après jour, et de cruels rappels que chaque instant peut les précipiter dans la mort, qu'il n'y aura peut-être jamais de retour. Le soldat replace avec fierté la photo dans sa cachette. Les trois hommes, absorbés en eux-mêmes, étonnés de leur propre gravité, se sont tus. C'est un bruit humide de linge claqué contre les rochers qui sort soudain Messaoud de sa rêverie, fixant son attention sur Saïd, toujours affairé au bord de l'eau. « Alors, Aïcha, le sergent ne te suffit pas? Tu veux aussi te marier avec le goumier ?» Saïd a déjà eu son lot d'insultes pour la journée. La réplique fuse aussitôt. « Elle t'a oublié ta Marseillaise? Avec tous les beaux Américains qui se baladent sur le vieux port en ce moment, c'est vrai qu'elle n'a pas trop le temps de te regretter. » Son bronché, Messaoud s'approche du grenadier et le prend par le cou. « C'est toi que je veux, Aïcha. » Saïd le repousse violemment. Son visage est déformé par la fureur. Messaoud n'a pas le temps d'esquiver la lame du poignard qui érafle sa gorge. « Tu m'appelles encore une fois Aïcha, je te tue. Tu as compris ?» Messaoud est livide. Les deux caporaux se sont levés. Abdelkader tente de les ramener à la raison. « Vous êtes fous? Vous êtes des soldats ou quoi? La honte sur vous, un peu de dignité. Toi, range ça. » Saïd, surpris par le temps de commandement de son supérieur, s'écarte lentement de Messaoud, puis rengaine l'arme dans son étui. L'autre, hagard, ramasse sa lettre froissée et s'éloigne rapidement. Abdelkader a posé sa main sur l'épaule du grenadier et désigne la djennaba de Yassir. « Tu n'es pas un esclave, Saïd. » Saïd le fixe longuement. « Toi, t'apprends ton livre par cœur pour devenir colonel, mais tu rêves. Jamais ils ne laisseront un seul d'entre nous les commander. Surtout si on n'essaie pas. » La suite demain. Vous pouvez vous abonner.